Bonjour gang, aujourd'hui petite vidéo sur la définition de l'image et sur la distorsion. Donc on commence par la définition de l'image. La définition de l'image, elle est très importante pour nous. Dans le fond, elle compte autant que le positionnement pour savoir si notre image va être diagnostique. Il y a deux façons, premièrement, de juger de la définition. Celle qu'on fait du premier coup d'œil, c'est la définition qui va être subjective. Donc, le mot le dit, c'est subjectif. Ça dépend de l'œil de l'observateur et aussi des conditions d'observation. Est-ce qu'il fait sombre? Est-ce qu'il c'est très lumineux la pièce? Et puis, pour deux personnes, une à côté de l'autre, on n'aura pas exactement la même opinion sur la définition. Donc, la définition subjective, elle fait partie de notre jugement professionnel lorsqu'on regarde une image, mais on ne peut pas se baser uniquement sur elle parce que justement, elle est trop subjective. Donc, on va se référer à la définition qui est objective. Et cette définition-là objective, elle est très importante à bien comprendre parce que elle touche toutes les images de toutes les modalités et elle fait partie vraiment intégrante là, pour prendre des décisions importantes lorsqu'on fait des radiographies. Donc, pour bien la comprendre, j'ai développé des groupes, des tableaux pour qu'on puisse bien la comprendre. Donc, le premier tableau que je vous ai mis, premièrement, je sépare la définition subjective, c'est l'œil de l'observateur, les conditions d'observation, et la définition objective, qui est la netteté des contours de la structure et le contraste radiographique. Donc, c'est les deux grandes familles. Quand on parle de définition, on va parler, c'est soit en lien avec la netteté des contours ou soit en lien avec le contraste radiographique. Maintenant, dans la netteté des contours, on va commencer par cette famille-là. Ça inclut les différents flous. Et là, vous allez voir qu'il y en a plusieurs des flous auxquels que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez pas encore pensé. Et c'est eux qui vont dicter quelle sera la netteté des contours de notre image. Donc, il y en a 5 flous. Il y en a 5. Il y a le flou géométrique, le flou cinétique, le flou de détection, le flou d'absorption et le flou diffusé. Et c'est eux qui contrôlent vraiment la netteté des contours et qui font en sorte qu'on a une bonne définition de l'image ou pas. Donc, le flou géométrique ou la pénombre, qu'on va revoir aussi en appareillage pour comprendre d'où est-ce qu'elle vient. Mais en fait, il faut toujours savoir comment la mettre au minimum dans ce qu'on peut choisir des fois. Donc, pour la mettre au minimum, il faut toujours utiliser si possible, le petit foyer, parce que le petit foyer donne moins de pénombre, donc plus de détails, plus de définition. On veut la plus grande DFR possible et la plus petite DOR. On veut la plus grande DFR possible parce que notre faisceau est conique et qu'à chaque fois qu'on s'éloigne, on minimise l'agrandissement qui va être créé parce qu'il y en a toujours, parce que notre faisceau est conique. Donc, la plus grande DFR diminue l'agrandissement, donc moins de flou géométrique, plus de définition. Et la plus petite DOR, c'est qu'on ne veut pas d'espace entre la structure et le récepteur parce qu'à chaque fois qu'on va en mettre une, ça va créer un agrandissement. Donc, à moins qu'on veuille faire une technique d'agrandissement, il ne faut pas en avoir le moins possible. Donc, plus petit foyer, plus grande DFR possible, plus petite DOR possible. Comme ça, on minimise le flou géométrique ou la pénombre pour avoir la meilleure netteté des contours et donc la plus grande bonne définition possible. C'est sûr que pour le foyer, on n'a pas toujours le choix. Quand on est dans les structures thoraco-abdominales, ben, on n'a pas le choix de passer au grand foyer. Mais on va essayer de garder la plus grande DFR et la plus petite DOR possible. Le flou cinétique, vous le connaissez bien. C'est quand vous dites tant, c'est si mon patient a bougé, ce qui est vrai. Donc, le flou cinétique, ça va être tous les mouvements volontaires ou involontaires du patient ou du mauvais fonctionnement de l'appareil. Donc, un patient qui n'écoute pas les consignes respiratoires, qui va avoir respiré pendant qu'on va avoir exposé, qui va avoir bougé, va créer du mouvement et donc un flou cinétique. Par mouvement involontaire, on peut dire pour certaines structures, exemple le sternum, quand on est en oblique, on projette le sternum dans le cœur qui bat va créer un flou cinétique. Si votre patient est sous respirateur, ben, il n'arrêtera pas de respirer. Il va falloir qu'on s'arrange avec ce flou cinétique-là. Et on essaie toujours de le mettre au minimum pour avoir la meilleure netteté des contours et donc la plus grande définition possible. Ensuite, le flou photographique ou le flou de détection. Mais ça vient automatiquement avec les systèmes qu'on utilise en radiologie.
Où est-ce qu'il n'y en a pas? C'est dans les cabinets dentaires, où est-ce qu'ils utilisaient les petits films dentaires à exposition directe. Donc, ils mettaient le film dentaire dans la bouche et ils shootaient directement dessus. Donc, il y a Rayon X qui expose directement à la pellicule. Il n'y a pas meilleure définition que ça. Il y a pas de flou photographique dans ces cas-là. Par contre, toute exposition directe augmente la dose qu'on va utiliser. Et nous, en radiologie, tout ce qu'on fait, tous nos choix, tout ce que les compagnies créent, c'est pour minimiser la dose. Et donc, à chaque fois, et on va le voir plus en seconde partie du cours avec tous les capteurs, c'est que nous, on ne fait pas d'exposition directe. On transforme toujours le rayon X en quelque chose. Soit le rayon X frappe des écrans renforçateurs qui transforment le rayon X en lumière, et c'est cette lumière qui vient exposer les films, ou ça frappe un scintillateur, ou ça frappe une photocathode qui va transformer le rayon X directement en signal électrique. Donc, il y a toujours une transformation. Et à chaque fois qu'il y a une transformation, il y a une perte de définition. Ça vient automatiquement. Donc, vous, le choix que vous avez là-dessus, c'est si je vous mets dans une situation où ce que je voulais choisir entre deux salles, entre deux systèmes qui seraient différents, lequel aurait la meilleure définition, donc le moins de flou photographique. On va voir ça plus tard. Ça fait partie inhérente de votre travail. Il faut des fois savoir le minimiser par nos choix de salle. Le flou d'absorption, encore une fois, c'est quelque chose qui fait partie. On ne peut pas l'enlever complètement. C'est parce que nous, on est en 3 dimensions et quand on fait une radiographie, ben, c'est du 2D. Donc, on perd automatiquement à chaque fois une dimension. Donc, si vous prenez la radiographie de face de moi en mappé, tout ce que vous allez voir comme dimension, c'est supérieur, inférieur, droite, gauche, interne, externe, droite, gauche. Le antérieur, postérieur n'existe pas. Pour le voir, il va falloir que je sois de côté. Et là, antérieur-postérieur va exister, mais le droite-gauche n'existera plus. Donc, on perd à chaque fois une dimension et ça cause le flou d'absorption. Donc, on ne peut rien y faire. Lui, il fait partie intégrante de nos radiographies et donc, on apprend à fonctionner avec. C'est comme ça. Mais il fait quand même partie des 5 flous qui diminuent la netteté des contours et donc, par le fait même, la définition de notre image. Le flou diffusé, et là, ça revient constamment, la radiation diffusée, c'est un ennemi en radiologie. Donc, le flou diffusé enlève de la netteté des contours et de la définition de l'image. Donc, par nos choix, il faut toujours essayer de réduire la radiation diffusée, de tout faire pour la contrôler. Il y a plusieurs façons qu'on peut faire et qu'on doit faire, et on va le voir dans le travail les différentes mises en situation. Mais toujours la mettre au minimum, que ce soit par la grille, que ce soit par la meilleure collimation possible, par la compression naturelle, par un KV pas trop élevé. Donc, il faut essayer vraiment de la réduire au maximum. Donc, on résume la définition objective. Il y a une grande famille, la netteté des contours avec les 5 différents flous. L'autre famille qui joue sur la définition, c'est le contraste radiographique. Et dans le contraste radiographique, qu'est-ce qui revient en force? La radiation diffusée. C'est elle qui diminue le plus le contraste radiographique. Donc, il faut toujours la mettre au minimum pour qu'on ait vraiment la meilleure netteté des contours et le meilleur contraste possible. Donc, ça a fait le tour pour la définition. Donc, définition subjective, l'œil de l'observateur, les conditions d'observation, définition objective, bien, la netteté des contours qui est régie par les différents flous et le contraste radiographique qui est régi par la radiation diffusée. Donc, à chaque fois qu'on parle de définition, il faut penser à ça. Qu'est-ce que je peux faire par mes choix pour avoir la meilleure définition possible? Et c'est toujours en lien avec la netteté des contours et le contraste radiographique que vous allez devoir effectuer vos choix quand on va parler de définition. Maintenant, on va parler de distorsion. La distorsion fait partie aussi toujours de notre image pour plusieurs raisons. Donc, on va commencer par la première type de distorsion, parce que la distorsion, c'est une impression dans la dimension réelle ou dans la forme de la structure. Et dans la dimension réelle, nous, on travaille avec un faisceau qui est conique et donc, il y a toujours de la distorsion de grandeur. On va commencer par ça, parce que l'autre, c'est la distorsion de forme. La distorsion de grandeur, ben, notre faisceau est conique, donc il y a toujours une différence entre la grandeur réelle de la structure et la grandeur de la structure sur votre image. Donc, il y en a toujours une.
comment on peut la réduire? Ben, c'est d'avoir la plus grande DFR possible et que la structure soit vraiment appuyée le plus possible sur le récepteur. Et c'est comme ça qu'on peut la mettre à son minimum. Ensuite, la distorsion de forme, c'est quand il y a un agrandissement inégal d'une partie du même objet. Donc ça veut dire que votre patient, il est peut-être en oblique. Au lieu d'être couché complètement sur le dos, il est plus sur la fesse droite parce qu'il a bien mal au coccyx, exemple. Donc, pour la réduire le plus possible, ben, il faut que la structure soit parallèle au récepteur et que le rayon soit perpendiculaire. C'est toujours ça qu'on veut le plus possible. Donc, on veut que notre structure soit bien parallèle et que le rayon perpendiculaire, parce qu'on veut 90. À chaque fois que vous inclinez le rayon, vous perdez l'angle de projection de 90 degrés et l'angle d'incidence. Donc, il y a de la distorsion, il y a ben, on n'a pas le choix, on fait des obliques, c'est ça qu'on veut, mais il y a quand même de la distorsion de forme qui va se créer. Entre incliner un crayon, voyons, je vais te le dire comme il faut aujourd'hui, un rayon ou tourner le patient, c'est toujours mieux de tourner le patient parce que l'angle de projection va toujours rester de 90. Mais c'est sûr qu'il y a des incidences qui existent avec des inclinaisons parce que sinon l'incidence ne peut pas exister. Donc, on les fait comme ça. Mais avoir le choix entre incliner un rayon pour réussir quand vous essayez de dégager une structure ou tourner le patient, où est-ce qu'il va y avoir le moins de distorsion de forme, c'est quand vous allez tourner votre patient, toujours garder un angle de projection à 90. Parce que quand on incline, c'était pas clair sur mon autre dessin, quand on incline le rayon, ben, c'est sûr que là, on n'a plus des 80, on a juste des angles à 60 degrés, on n'a plus des 90. Donc ça, il y a plus de distorsion. Donc, pour travailler le mieux possible, ben, on veut que notre patient soit bien couché, bien à plat, parallèle au récepteur et que notre rayon soit à 90 degrés. On veut la plus grande DFR possible et que le patient soit le plus près possible du récepteur. Ainsi, vous allez avoir le moins de distorsion. Donc, on va mettre ça à travers des mises en situation et on va pratiquer tout ça. Donc, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.